Herzstöne, battement de cœur, le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes. 5% des parents sont touchés en Suisse par le burn-out parental. Entre idéal de la mère parfaite, injonction à la performance et isolement des familles, le cocktail est explosif pour mener à l'épuisement les mères d'aujourd'hui, mais aussi certains pères. Je m'appelle Jeanne Ray et je rencontre aujourd'hui Sabine Serrouti-Chabert, sage-femme à Genève spécialisée en santé mentale. Dans cet épisode, elle explique quelles préventions et quels accompagnements sont possibles en cas d'épuisement parental. Bonjour Sabine, merci de nous recevoir dans ton cabinet. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et puis peut-être présenter les approches que tu favorises dans ta profession, dans ton exercice de la profession de sage-femme? Bonjour Jeanne, je suis sage-femme indépendante sur le canton de Genève. Je pratique au domicile des patientes mais aussi au cabinet d'accueil périnatal où nous sommes aujourd'hui. J'ai une spécialité en santé mentale et en psychiatrie clinique ainsi que pour le suivi et la prévention de l'épuisement parental et du burn-out parental. Et alors pourquoi avoir creusé un petit peu ce sillon de la santé mentale ? Alors en fait, c'est plutôt les patientes qui m'ont amenée à m'interroger, puisque il y a quelques années déjà, maintenant plus de 10 ans en tout cas, j'ai souvent rencontré des patientes ou des familles où il y avait des vulnérabilités psychiques, puis je me sentais parfois un peu démunie et sans vraiment de réponse, ou en tout cas un accompagnement qui me semblait pas toujours forcément adéquat. Donc j'ai décidé de suivre ce DAS en psychiatrie clinique et santé mentale. Et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser plus spécifiquement au thème du burn-out parental ? Alors le burn-out parental, c'est venu dans un second temps, autour des années 2020, où en fait une de mes collègues du cabinet, qui est psychothérapeute, avait suivi cette formation à Louvain avec Isabelle Roskam, qui est la spécialiste du burn-out parental. Donc en Belgique ? En Belgique. Et là, en parcourant en fait le programme, ça m'a tout de suite parlé par rapport à ma pratique, surtout dans l'accompagnement déjà, dans la préparation à la naissance et à la parentalité, où là j'ai vu vraiment des appuis, des soutiens et surtout des bases scientifiques pour mieux comprendre en fait quand les parents se sentent dépassés, épuisés, voire en burn-out. On entend beaucoup parler de burn-out en ce moment, enfin depuis quelques années en réalité, notamment au sein du travail. Est-ce que c'est un effet de mode ? Pourquoi on en entend plus parler ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et surtout, en quoi ça s'applique dans le monde de la périnatalité ? Et qu'est-ce que le burn-out parental ? Alors on pourrait imaginer il y a quelques années où effectivement on pourrait parler de contexte de mode, mais en fait on a bien vu, les études ont montré justement de Isabelle Roskam comme quoi il y avait des signes et scientifiquement on a pu remettre en évidence par exemple des taux de cortisol chez les mères et les pères en burn-out plus élevés que les étudiants à l'université. Donc on voit que vraiment c'est aussi physiopathologique en fait. Juste pour préciser, les taux de cortisol, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors en fait, comme dans toute situation, on est soumis à des stress. Le stress, il est inhérent à nos vies professionnelles, privées, parentales, qui sont aussi des stress de la vie quotidienne et qui sont tout à fait normaux. Donc, l'hormone liée au stress, c'est le cortisol. Et en fait, à un certain point, quand les taux sont trop élevés, il y a des symptômes et des influences en fait sur la santé. Voilà. Donc, par rapport au burn-out, on parle du burn-out professionnel, du burn-out parental, parce qu'en fait, c'est contextualisé. C'est-à-dire qu'un parent qui est en burn-out parental peut très bien fonctionner au niveau professionnel. Et à l'inverse, on peut avoir des gens dans leur milieu professionnel qui sont dépassés, qui ne peuvent plus travailler et qui sont très bien dans leur contexte privé, en famille, avec leurs enfants. Donc là, c'est aussi une chose importante, c'est définir. Après, c'est vrai que ce qui peut être dangereux, c'est quand vous avez des parents qui vont consulter et puis qu'on leur dit « Ah, vous êtes stressé, vous êtes fatigué, on va vous arrêter au niveau du travail. » Et en fait, on n'a pas bien délimité que finalement, la source du stress, elle était interne à la famille, aux parents, aux enfants.
Voilà. Donc là, on supprime en fait la ressource pour les parents, c'est que la ressource, c'est de travailler. Après, évidemment, on peut aussi arriver dans un état d'épuisement ou de burn-out. Et ça, il y a des patientes que j'ai déjà rencontrées qui peuvent non plus aller travailler parce que le niveau est tel qu'il y a un dysfonctionnement et qui ne sont plus adaptés ni dans un contexte de travail, ni dans un contexte parental. Et alors, qu'est-ce que le burn-out parental, précisément? Alors, le burn-out parental, il est contextualisé par rapport à ce qui se passe en lien avec ses enfants dans sa famille. Et en fait, c'est un moment donné où les parents ne se sentent plus du tout capables d'assurer en fait une relation, une vie avec ses enfants, sa famille, son conjoint, où il y a plus il y a même une envie des fois de fuite finalement du foyer. Et on voit qu'il y a des signes qui sont de différents ordres, mais entre autres, ça peut être de l'insomnie, ça peut être de la perte d'appétit, de se renfermer sur soi-même, de perte de plaisir. Parfois, il y a des symptômes aussi qui peuvent être d'avoir des attitudes qui sont disproportionnées dans les relations. Le risque aussi, quand les parents viennent à l'épuisement burn-out parental, c'est d'avoir justement violence envers ses enfants, de la malveillance, de la maltraitance, et c'est ça aussi ce qu'on veut vraiment éviter, que ce soit la maltraitance physique ou psychique. Il y a aussi une non-reconnaissance de qui ils sont en tant que parents vis-à-vis de leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils avaient, même avant d'avoir des enfants, des représentations, puis après vous avez des enfants, et puis vous avez une relation qui s'installe, une relation qui est harmonieuse, et à un moment donné, vous vous reconnaissez plus. C'est-à-dire que vous n'avez plus cette relation qui est comme vous imaginiez ou comme vous l'aviez déjà créée, qui commence à changer de couleur, changer de forme, mais aussi il y a un moment donné où les parents décrivent qui fonctionnent un peu en automatisme, c'est-à-dire qu'ils assurent le bon déroulement d'une journée, mais il n'y a plus cette relation dans l'émotion, il n'y a plus ce plaisir et il y a une distanciation émotionnelle vis-à-vis de ses enfants. Et alors du coup, quelle est la différence entre le burn-out parental et la dépression du postpartum? Alors en effet, c'est une question qui est pertinente parce que le burn-out parental, en fait, c'est contextualisé. C'est en lien avec la parentalité. Par contre, la dépression du postpartum, oui, en tout cas la dépression périnatale, elle est aussi en lien avec la grossesse, le fait de devenir parent, mais elle peut devenir aussi plus transversale. C'est-à-dire que quand vous développez une dépression, vous n'êtes pas apte à travailler, vous n'êtes pas apte à participer à un loisir auquel d'habitude vous aimez, vous n'êtes pas apte non plus à avoir des relations avec des amis, et c'est totalement différent à ce niveau-là. Et c'est là où en fait ça fait la différence, c'est que un burn-out parental, en plus, en général, quand même, il va se développer, on va dire, avec les mois ou les années que vous devenez parent. La dépression périnatale, elle est aussi liée à un moment où vous êtes enceinte. Et puis, en général, le risque majeur, il arrive dans les 6 semaines à 8 semaines après. Il y a un pic après la naissance, où là, il y a un risque aussi de vraiment tomber en dépression. Donc, c'est ça aussi qui fait que c'est différent. Qui est-ce que ça concerne, le burn-out parental? Mais toute femme, homme, couple qui se prépare à avoir un enfant ou des familles peuvent être touchés par le burn-out parental. Je pense qu'il ne faut pas stigmatiser des situations par rapport à des contextes particuliers. Il faut plutôt donner une information que susceptiblement, c'est quelque chose qui peut arriver. On a des facteurs qui peuvent être aussi sociétaux, par exemple le perfectionnisme, et qui est parfois interne à chaque personne, mais qui est aussi un peu un courant au niveau de la société, où il y a beaucoup d'injonctions aussi par rapport aux enfants, où il y a une volonté de faire le mieux, mais à un moment donné, quand les parents doivent être sur tous les fronts, c'est-à-dire qu'ils doivent être professionnellement performants. À la maison, il faut qu'à tout prix, il y ait
une certaine nourriture, un certain rythme, certains loisirs, qu'en plus, vous avez un enfant qui tombe malade, qu'en plus vous êtes avec peu de famille ou de ressources pour vous aider, à un moment donné, ça, c'est des risques d'être dans un épuisement ou un burn-out parental. Donc, ce qui est aussi important, c'est de voir que, comme ce proverbe, en fait, qu'on dit où on doit être tout un village pour élever un enfant, il y a aussi cette société très individualiste chez nous qui peut aussi pousser, en fait, au burn-out parental et où, en fait, on a un peu oublié cette notion de communauté, d'entraide et d'avoir en fait des ressources diverses pour pouvoir soulager et aménager en fait la vie au quotidien des familles. Tout ce que tu décris, on a l'impression que ça concerne les parents d'enfants un tout petit peu plus âgés, pas le cœur du suivi sage-femme. Quel lien toi tu fais avec ta pratique de sage-femme? Alors parfois, je me retrouve aussi dans des situations où ça peut être un deuxième ou un troisième enfant. Donc en fait, il y a déjà toute une dynamique de famille qui est en place, où effectivement, on peut faire déjà de la prévention, ou en tout cas mettre des points d'attention sur un risque ou sur vraiment une situation qui est déjà dans un épuisement ou un burn-out parental. Et puis après, quand c'est des familles qui se préparent à devenir pour la première fois parents, moi, j'aime bien quand même aborder aussi ce sujet dans la préparation à la parentalité, parce que même si peut-être c'est pas dans un premier temps qu'ils vont développer un épuisement, mais il y a un risque majeur par rapport à tout ce qui est aussi dans l'organisation ou dans la reprise du travail pour les mères, et en fonction aussi de comment ils se projettent dans leur organisation. Donc, en fait, je peux vraiment déjà introduire ces notions à différents moments dans ma pratique. Quelle prévention tu fais avec les futurs et jeunes parents autour de cette thématique? Et puis finalement, peut-être de façon un peu plus générale, quels sont les facteurs de protection ou de prévention du burn-out parental? Alors, par rapport aux jeunes familles que je rencontre, je mets déjà l'accent sur le fait que autour de la naissance, moi j'arrive en tant que sage-femme, et puis souvent autour de la naissance, c'est encore très véhiculé, que tout est magnifique, que cet enfant va combler leur vie. Et en fait, je veux pas venir les décevoir, mais je me remets en fait les choses en place en disant voilà, il y a plusieurs facettes autour de la naissance, et il y a aussi des facettes qui sont plus difficiles, plus compliquées, qui vont bousculer, qui vont même chambouler, voire, moi j'appelle ça un tsunami émotionnel. Et à partir de là, on peut aussi élaborer avec les parents un peu leur représentation, et j'essaye aussi de voir avec eux un peu d'établir déjà en prénatal leurs forces, leurs ressources, mais aussi leur vulnérabilité, pour pouvoir justement déjà un peu anticiper comment gérer au quotidien, en fait, ces données-là. Et vraiment d'avoir déjà conscience que ça va demander, en fait, une réorganisation, une organisation, mais avec qui ils sont et avec leur spécificité. Après, évidemment, je viens donner des conseils ou disons que des recommandations, mais aussi il y a des grands thèmes de prévention ou des grands thèmes d'information, on va dire, qui sont aussi généralisés autour de l'enfant, autour de la périnatalité, tout en relativisant et tout en essayant aussi de les faire vraiment participer selon leurs désirs, leurs besoins, mais aussi leur réalité de vie, dans le contexte dans lequel ils se trouvent et avec les données de leur propre famille. Ça, c'est vraiment important, et de respecter leurs besoins et d'échanger, en fait, parce qu'il y a aussi ça, c'est de commencer aussi ce dialogue entre un futur père et une future mère, et de créer, en fait, ce team de la coparentalité. Ça, c'est important. Mais quand l'épuisement s'installe, les parents peuvent se faire accompagner, par exemple avec un thérapeute, pour un suivi individualisé. Sabine Cerruti, elle, a monté avec une collègue psychothérapeute de son cabinet un programme d'accompagnement de parents en groupe en 6 à 8 sessions hebdomadaires. L'occasion d'échanges
et de recherche de solutions ensemble. Les familles que tu as rencontrées, qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce qui a pu les aider concrètement? Ce qui a pu les aider, c'est qu'il y a déjà un espace, soit en lien directement avec un thérapeute, soit dans le groupe, les sessions qu'on organise, de pouvoir aussi oser dire ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent, et oser en fait parler de cette culpabilité, de cette honte qu'à un moment donné, chaque parent peut ressentir, d'avoir ce problème et cette relation compliquée qui devient compliquée à ses enfants et à sa famille. Donc ça déjà, c'est un point important, c'est qu'il y a vraiment un espace qui est accordé pour reconnaître ce qu'ils vivent. Et ce qui est aussi intéressant quand on voit ce qui se passe de semaine en semaine, en fait on s'aperçoit que des parents arrivent à pas à retrouver et à remettre en fait un équilibre dans leur quotidien, ou en tout cas de retrouver aussi des espaces où l'harmonie ou en tout cas la sérénité revient au goût du jour dans leur vie de parents. Mais comment on fait ça concrètement? Quelles sont les pistes qui se dégagent? Entre eux, déjà, ils réalisent que tout à coup, autour d'eux, ils ont finalement des fois plus de ressources qu'ils n'imaginaient. Par exemple, entre parents, comment se donner la main pour faire des trajets, de comment est-ce qu'on deal en fait justement peut-être une après-midi avec certains enfants au parc, et puis en échange, l'autre maman va les prendre un jour au repas de midi. Créer des liens en fait. C'est vrai aussi qu'ils nous amènent eux-mêmes parfois où ils ont retrouvé des associations proches de chez eux, même pour des repas, pour des covoiturages, pour aussi des camps de vacances. Voilà, il y a aussi des tas de choses qu'on découvre autour de leur vie sociale qui sont offerts par les communes, qui sont offerts par l'environnement où ils habitent, dans le quartier où ils habitent. Voilà. Il y a une prise de conscience un peu des fonctionnements de chacun, mais aussi dans le couple. Il y a aussi un effet un peu domino, c'est-à-dire que souvent, alors pour rien de vous cacher, nous avons eu que des mères qui sont venues aux sessions, mais on sait aussi que quand même souvent la charge mentale et le burn-out, enfin les mères sont bien touchées. Les papas aussi sont touchés. On a aussi des pères qui décrivent cet état. Mais là, nous, en tout cas, pendant les sessions qu'on a organisées avec ma collègue, on a plus eu de mères. On a eu uniquement des mères. Et en fait, où il y a un effet domino avec le conjoint. C'est-à-dire que comme d'une session à l'autre, il y a souvent un peu comme un petit exercice, faire un état des lieux ou réfléchir un peu à une situation. Ben, en fait, il y a aussi un dialogue qui s'instaure avec le conjoint, avec le coparent. Ou alors pour les mamans en solo, il y a aussi quelque chose qui s'installe de différent dans la relation avec les ressources externes ou avec la relation aux enfants qui sont parfois aussi des fois plus grands, par exemple, et qui peuvent très bien aussi être dans cet échange. Donc ça, concrètement, on voit qu'en fait, la démarche aussi d'un des parents provoque aussi chez le coparent, ou en tout cas dans la famille, des effets de prise de conscience du fonctionnement de ce qui se passe et de l'organisation ou voilà. Du point de vue de la société, ça résonne beaucoup avec les questions actuelles de congé parental. Il y a cette initiative pour un congé familial qui est lancée, soutenue par la Fédération suisse des sages-femmes. Est-ce que toi, tu vois là une piste pour concrètement amener à des organisations familiales plus partagées qui permettent d'éviter ce burn-out parental? Alors, je pense que toute cette initiative autour du congé parental peut être très protecteur pour la famille, très protecteur pour le père et la mère, par rapport au fait qu'il y a un partage, mais ça veut dire aussi qu'il y a un relais. Et en fait, c'est ça qui est important et qu'on voit sur les moyens long terme, c'est que là, s'il y a de la disponibilité qui peut être prise et qui peut être donnée par chacun des deux membres, ça va renforcer la coparentalité. Et en fait, la coparentalité, on sait que quand elle est harmonieuse, elle est protectrice
par rapport au burn-out parental. Donc pour moi, c'est vraiment important de favoriser cette initiative dans ce sens-là, et je pense que ça peut vraiment avoir des effets positifs sur le fonctionnement en tant que parent pour les enfants, et donc de renforcer cette coparentalité positive. Tu parles de coparentalité. Qu'est-ce que ça veut dire une coparentalité positive, comme tu le dis ? Alors la coparentalité positive, c'est aussi de pouvoir que chacun se fasse confiance, mais aussi de valoriser les compétences de chacun. Et quand il s'agit de se distribuer des tâches, en fait, de vraiment aussi tenir compte des dadas, des plaisirs ou des performances finalement dans le bon sens de chacun. C'est-à-dire que si un des coparents adore cuisiner, il reste le leader sur la cuisine. Si l'autre il est super adéquat et qu'il adore faire de la compta, c'est lui qui va prendre en charge un certain nombre de dicastères plutôt autour de l'administration, par exemple. Et vraiment aussi de organiser cette coparentalité en fonction de ses compétences, de ses loisirs, de ses dons finalement aussi, au service déjà de la famille, des enfants, et puis de pouvoir aussi transmettre aussi en fait finalement chacun ce qu'il est à ses enfants, et que ça corresponde à ce type-là de famille, mais c'est très individuel. Et de faire l'état des lieux de ces spécificités-là, c'est aussi se protéger de perdre du temps, d'être dans un épuisement ou dans une recherche ou dans une difficulté, puisque finalement, c'est plutôt quelque chose qui, en tant que parent, pour chacun, est quelque chose d'assez naturel, avec son lot d'imprévus, bien sûr. Est-ce que tu aurais, un dernier conseil à donner aux parents qui nous écoutent et qui se sentent bien concernés par la thématique ? Alors, je pense que il faut vraiment oser parler, oser chercher de l'aide, ne pas rester seul avec ses malaises, ses questions. Ça, c'est vraiment important. Et plutôt de communiquer, et puis que c'est quelque chose qui peut arriver, de se sentir dépassé, mais qu'il y a toujours des solutions. Et surtout que maintenant, il y a vraiment un réseau de professionnels qui sont aussi bien formés pour accompagner ces familles et ces parents autour de l'épuisement et du burn-out parental. Merci. Merci Jeanne, merci de ce moment. Herztöne, battement de cœur. Le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes.